Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour ce 7e séminaire solidaire, la littérature contre la guerre, organisé à la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d'Aix-Marseille Université et en collaboration avec nos amis universitaires ukrainiens. C'est le 7e de cette série et nous allons consacrer ce 7e séminaire solidaire, 7e hélas, comme je le dis à chaque introduction, hélas, parce que la guerre dure, parce que la guerre amène chaque jour son lot d'atrocités, de destruction, d'horreur. Et que malheureusement, la solidarité, elle, doit aussi continuer. Et que tant que la guerre sera encore destructrice, notre conscience solidaire doit être en éveil. Donc hélas, j'aurais aimé évidemment interrompre ce séminaire bien plus tôt. Donc là, aujourd'hui, le séminaire sera consacré à la traduction. Ce n'est pas la première fois que nous consacrons le séminaire à la traduction, le 4 mai, et j'invite tous les spectateurs, spectatrices à consulter notre chaîne YouTube intitulée Faculté ALLSH. Le séminaire du 4 mai, l'enregistrement figure sur la chaîne YouTube, était déjà consacré à la traduction. Nous avions invité Agatha Bonin, qui travaille à l'INALCO, et nous avait présenté et commenté sa traduction de la poétesse ukrainienne Lyuba Yakimtchouk. Pourquoi la traduction? Parce que la traduction, c'est précisément ce qui peut être une solution, je dirais, de survie, de libération, d'émancipation, là où le dialogue ne suffit pas. Le dialogue, finalement, n'est pas quelque chose qui implique les deux locuteurs. On peut dialoguer à travers les grilles d'une prison, on peut dialoguer à travers des fils barbelés. La traduction, c'est autre chose. La traduction, c'est le déplacement vers l'autre. Le traduire, c'est se mettre à la place de l'autre. Et ce ne sont pas les traductrices et traducteurs parmi nous qui vont me contredire. Pouvoir traduire, c'est pas seulement connaître la langue de l'autre, c'est se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui se passe actuellement sur le terrain de la guerre en Ukraine, c'est l'impossibilité pour la Russie de se mettre à la place de l'Ukraine, c'est-à-dire de reconnaître l'Ukraine, de reconnaître l'altérité de l'Ukraine. On ne peut pas traduire quand on ne reconnaît pas l'autre. Reconnaître l'autre, c'est la première étape de la traduction. Or, actuellement, il y a une impossibilité totale de la part de la Russie de reconnaître l'altérité de l'Ukraine, que l'Ukraine existe, que l'Ukraine a une identité, une culture, une langue. Et si cette première étape n'est pas effectuée, la traduction est impossible. Donc, réfléchir ensemble sur la traduction, c'est aussi dire à l'ennemi, voilà ce que tu n'es pas capable de faire. La traduction n'est donc pas simplement un exercice entre les langues, c'est un exercice entre les humains, c'est un exercice éthique. Je dois reconnaître l'autre pour pouvoir traduire l'autre. Un exemple de traduction très récent, la semaine dernière, si Manu veut bien citer mon exemple. On a tous reconnu la chanson qui a gagné le prix de l'Eurovision. Tout d'un coup, Kalouche Orchestra, c'est ça, Kalouche Orchestra. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple de traduction? D'abord, il y a la traduction de l'histoire
dans un autre domaine qui est le domaine artistique. Il faut savoir que la chanson avait été composée avant la guerre en Ukraine, mais pourtant cette chanson vient traduire l'horreur de la guerre en Ukraine. Premier élément de traduction. Deuxième élément de traduction, cette extraordinaire traduction de la musique folklorique ukrainienne dans une musique extrêmement actuelle qui est le rap. Et par conséquent, la traduction aussi des rythmes du rap dans la rythmique de la musique traditionnelle. Et puis enfin, troisième élément de traduction, dans ce clip vidéo où il y a des apparences extrêmement modernes, les tatouages de la tête aux pieds, et en même temps la présence des éléments vestimentaires de la tradition ukrainienne. Voilà, pour moi, c'est un exemple extraordinaire de traduction, et c'est comme ça que je comprends la traduction, et c'est dans cette perspective-là qu'il me semble important de parler de traduction. Voilà, j'accueille avec un grand plaisir Natalia Yatskiv, que nous avions déjà reçue la semaine dernière, qui va nous présenter un atelier de traduction qu'elle a entrepris, qu'elle a dirigé avec ses étudiants de licence, je précise. Je croyais que c'était des étudiants de master, puisqu'il y a un master de traduction littéraire dans votre université. Non, ce sont des étudiants de licence et j'en suis d'autant plus impressionné. Alors donc, un texte que vous allez nous présenter et puis ensuite, vous allez nous présenter les étudiants. Je salue la présence de Monsieur Andri Bilas et de Madame Charbek, Olga Charbek, pardon, qui vont également participer à la discussion. Donc, je vous laisse. Peut-être on peut commencer tout simplement par découvrir le texte. Donc, on va le découvrir à l'écran, en ukrainien, évidemment. Vous allez le lire et puis ensuite nous présenter ce texte. Bon, merci Alexis. Euh, pour le séminaire solidaire, aujourd'hui, nous avons choisi le texte, la poésie de Nathalie Christman, une poétesse ukrainienne, car il me semble que l'idée de cette poésie correspond à l'idée du séminaire. C'est-à-dire qu'il faut parler, communiquer, pour partager les sentiments, pour discuter les idées et les conséquences de ce temps, ça veut dire de temps de guerre en Ukraine, pays qui a choisi son chemin d'être pays indépendant, d'être pays de l'Europe, une partie de l'Europe, car notre identité, notre système politique, notre enseignement sont fondés sur les valeurs démocratiques et nous voulons que les valeurs démocratiques soient respectées et dans notre pays et dans les relations de l'Ukraine avec d'autres pays. La littérature, comme vous le voyez, joue le grand rôle dans la formation des conceptions du monde. Elle exprime des idées actuelles, mais en forme esthétique, en forme de l'art. La littérature est très sensible au changement de l'actualité, surtout la poésie, qui ne peut pas se créer en ordre, mais plutôt par nécessité de partager les sentiments du moment, les sentiments de la douleur, du doute, du peur, ou au contraire de la joie, du plaisir, de la contemplation du monde, ou de réflexion concernant le monde. Nathalie Christman est une poétesse par vocation, mais avocate par formation. Elle est issue d'une famille qui prenait part à la résistance ukrainienne contre la Russie soviétique. Ses parents ont subi des persécutions parce qu'ils étaient ukrainiens intelligents, qui posaient des questions incommodes au gouvernement officiel parce qu'ils parlaient ukrainien et non pas russe. Natalia, comme avocate, défend les droits des persécutés par le régime officiel de gens qui n'ont pas commis des crimes, mais qui encouragent de penser autrement. Peut-être à cause de cela, elle dit dans ses poésies qu'il faut parler, qu'il ne faut pas se taire, car il y a beaucoup de gens qui peuvent partager les mêmes sentiments. Bon, maintenant, j'ai lu cette poésie en ukrainien
pour que vous puissiez entendre le rythme, la mélodie, et après on continue. Говори. Говори, коли душа горить, і земля дощенту вигорає. Говори, коли війни вітри, мов чорти віснуються над краєм. Говори, коли стікає кров твого сина поміж чорні скини. Говори, коли до смерті кров, і з вікон вилетіли шиби. Говори, як дерлися кати з гари, що лишають там, де місто. Говори, коли наш світ тремтить, бо скажені звірі хочуть їсти. Говори, коли весь світ мовчить, як дітей вбивають нам в утробі. Говори, бо зла є 100 личин, а у сатани людська подоба. Говори про лють і про любов. Говори, про що заклякли сльози. Говори, щоб вчув нарешті Бог правду, від якої терпне мови. Говори до спалених заград, говори до душ убитих дітей. По якому праву хтось украв Богом дане наше право жити? Говори, невигоєний ще, говори, щоб чули Божі весни. Хай Господь накриє нас плащем, Україна з попелу воскресне. Говори, коли замовкли всі, небесам потрібні серця збити. Наших вбитих діток Бог на руки взяв і до ясних постель понес. Говори. Voilà. Comme vous pouvez vous remarquer, cette idée est exprimée à l'aide de l'encadrement. L'encadrement du mot parler au commencement de la poésie, dans le titre, et à la fin, on la répète encore une fois. Cette idée qu'il faut communiquer, qu'il faut parler, est exprimée encore à l'aide de la répétition anaphorique de chaque phrase. La mélodie de cette poésie se réalise en acte poétique. En ukrainien, c'est anapeste. Je ne sais pas si c'est la même chose en français. Cela existe. C'est quand on a 3 syllabes dont la troisième est accentuée. Et ça, c'est une forme traditionnelle de la poétique ukrainienne. Oui. D'accord. Donc, quand je découvre ce poème n'est, disons, pas un poème moderniste. C'est un poème que je reconnais comme respectant une facture classique. Oui, c'est ça. Et voilà, si on suit le rythme, c'est 3 syllabes, 3 tacts musicaux qui rappellent un peu la mélodie de valse. D'accord. Mais si dans cette mélodie de valse, l'accent est sur la première syllabe, et si on voit que l'accent est fait sur la troisième syllabe. La notion de rythme est ici fondamentale dans la distinction entre la poésie ukrainienne et la poésie française, puisque la poésie française est assez pauvre. La métrique, c'est l'alexandrin, ta-ta-ta, 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 sans qu'il y ait une rythmique intérieure. Donc là, je pense qu'il y a... Est-ce que ça a été une difficulté de trouver en français des rythmes malgré tout, alors que le français est beaucoup plus pauvre en rythme? Oui, c'était une des difficultés, car voilà, ce mot parler est répété beaucoup de fois, et en ukrainien, ce mot говори, c'est le verbe qui est employé à deuxième personne du singulier en forme impérative. Impérative, donc parle. Voilà, parle. Mais si on prend parle, voilà, c'est plus court encore. Et oui, voilà. Voilà. Pour respecter le rythme, c'est trop difficile pour les étudiants, voilà, de trouver ce qui pouvait correspondre pour au moins traduire non seulement le sens, ça veut dire les mots, mais pour traduire la poésie. Une vraie poésie, c'est ce qui montre, qui est tout ensemble avec sa mélodie. Si vous voyez, dès le commencement, cette mélodie est plutôt neutre, lyrique, et puis elle accentue, elle devient plus tendue, sensible, et surtout dans les versets 5, 5e, 6e et 7e, dans ces strophes, elle est accentuée par les questions rhétoriques, par des apostrophes. Voilà, c'est ce que l'auteur voulait montrer et accentuer et attirer attention. Et à la fin, voilà, encore une fois, on voit que quand il y a cette
douleur aiguë, on ne trouve plus de mots pour parler, pour discuter. Donc ça, on attend encore un petit peu avant de montrer la traduction, mais donc le poème évolue depuis Oui, une injonction à la parole jusqu'à la reconnaissance d'une parole impossible. oui. Donc Mais c'est à la fin, voilà, à la fin, l'auteur dit quand même parler. d'accord. Même s'il n'y a pas de mots, si on ne trouve pas de paroles, on peut sentir, on peut compatir, mais il faut trouver des moyens pour partager, voilà, la douleur qui, que nous vivons maintenant. D'accord. Je propose de demander à Vitali de nous lire sa traduction. Oui, oui, j'accepte. Allez-y. Je suis d'accord. D'accord? Un moment. Parler quand l'âme est en flamme. Un moment. Parler quand l'âme est en flamme et notre terre en feu terrible les ravage. Parler car les vents de guerre semblants au diable se fâchent dans nos parages. Parler de vos fils qui versent leur sang sur les mots noirs de terre, quand l'amour voilà tous les vers, quand il sent des ruines brûlées, parler quand ce monde n'est pas tranquille, car les bêtes farouches parler quand tout le monde se met parler parce que le mal a bien des figures, or le diable a pris l'aspect humain, et donc parler de rage unie avec l'amour, de quoi les larmes ont été glacées, parler pour que bon Dieu entende enfin la vérité qui fait engourdir l'esprit, parler aux châteaux brûlés et aux âmes des enfants tués. Quel est ce droit qui permet de voler la vie que Dieu nous a donnée? Il laisse parler la douleur inguérissable pour faire entendre les printemps célestes. Que Dieu nous couvre de son imperméable et que l'Ukraine renaisse de ses cendres. Parler car tout le monde a décidé de s'en taire. Parler car le ciel a besoin du cri du cœur. Le bon Dieu avait pris nos enfants morts dans ses bras et les a portés au foyer clair. Parler de tout cela. Merci Vitali. Il y a eu quelques petits problèmes, mais bon, ça n'a pas d'importance. La première question que je voudrais vous poser, vous choisissez de dire parler, donc à la deuxième personne du pluriel. Est-ce que vous vous êtes posé la question de choisir parle, la deuxième personne du singulier? Et quelle est, d'après vous, la différence? Est-ce que l'ukrainien, c'est parler ou parle? En ukrainien, c'est parle. Et vous avez choisi de passer au pluriel. Pourquoi? J'ai choisi parler afin de créer deux syllabes, afin de trouver le mot avec deux syllabes, parce que je voulais trouver le rythme, je voulais garder le rythme de cette poésie. Et parler sont mieux que parle. Et donc, parce que pendant toute la poésie, on peut trouver ce mot parler. Donc, parler des bébés tués, parler des mères, parler de tout cela. Donc, ce mot est très courant dans cette poésie et c'est pourquoi je devais le faire plus confortable à prononcer. Plus confortable à prononcer pour garder le rythme, pour interpréter le rythme de Nathalie Crissman à la langue française. Ce qui est intéressant, c'est que ce problème formel de rythme va aussi avoir des conséquences sémantiques, à savoir que ce n'est plus du tout un poème qui s'adresse à quelqu'un, mais un poème qui s'adresse à une collectivité. Et ça, c'est extrêmement intéressant. André, vous vouliez intervenir sur ce point? Je vous ai vu réagir. André? Non, merci, mais
Vous avez Qu'est-ce que déjà, vous avez déjà dit que une poésie ukrainienne et une poésie française, ce sont des choses, ce sont des phénomènes différents. Et c'est sûr que le rythme ukrainien, le rythme d'une poésie ukrainienne, rendre en français, c'est tout à fait. Parfois, on dit que c'est intraduisible. oui, Intraduisible. Et c'est le problème d'intraduisibilité. Mais on tâche de le faire et l'Italie a tâché de le faire. tout à fait, tout à fait. J'aimerais bien dire juste quelques mots. Je vous en prie, je vous en prie. Oui, moi, je m'appelle Olga Skarbek. Voilà, je travaille à la même université que Madame Yaskiv et j'ai été aussi professeur de ces deux jeunes doués de la traduction. J'ai même eu un petit cours. Mais je voudrais bien dire que voilà la formule de parler justement est très appropriée parce que ça donne ça donne plus de la langue française qui est très portée sur l'euphonie. Alors parce que parle c'est trop court pour continuer le vers. Et parler, c'est qui a un peu et de la poésie et de la mélodie ukrainienne et qui encore ajoute un peu à la sobriété, voilà, de la langue française du mot parle. Et c'est vrai aussi que l'euphonie qui est très importante pour le français. Et qui donne effectivement, comment dirais-je, à parler acquiert d'emblée comment dirais-je, une sonorité beaucoup plus puissante, j'oserais dire presque martiale, presque militaire. Parler, c'est comme marcher. Comme un ordre. Comme un ordre, exactement. Alors que le parle est beaucoup plus intime. C'est de l'ordre de la relation voilà. de tendresse, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne trouve pas l'espace pour la tendresse. Et que d'une certaine manière, le poème de la poétesse, qui dans une autre époque aurait pu être entendu comme un poème de tendresse, non, il doit être interprété, justement, il doit être traduit. C'est-à-dire que la traduction, c'est pas seulement la traduction de la langue, mais aussi la traduction du contexte. Et le contexte est complètement différent. Natalia, allez-y, Vitaly. Et donc, Monsieur Alexis, comme vous avez déjà dit, cette poésie garde les spécialités classiques poétiques. Et je voudrais dire que dans ce cas, c'est plus difficile de la traduire parce que si on a l'affaire avec la poésie moderne, donc c'est plus facile et accessible de traduire parce que la structure et la forme d'un poème moderne est plus libre, sont plus libres, mais les spécialités d'un poème classique sont plus exigeants, et c'est pourquoi c'est plus difficile de le traduire, les poèmes classiques. Et Nathalie Christman écrit les poèmes qui sont affinés au style classique. Et ça me plaît parce que j'écris les poèmes moi-même et j'aime la poésie et j'écris aussi dans le style classique parce que je n'aime pas, je n'aime guère les poésies modernes. D'accord. La poésie moderne. Voilà. Et là, il faudrait réfléchir sur ce témoignage qui est le vôtre. Et je me pose la question immédiatement, qui est une question de traduction aussi. C'est, je vois donc un jeune poète, un poète de votre génération, qui nous dit qu'il choisit d'écrire dans une forme classique. Je suis pas certain qu'un jeune poète français le dirait. C'est-à-dire que là, ce qui m'apparaît, c'est que dans ce qu'on appelle le polysystème
de la littérature ukrainienne et le polysystème de la littérature française, il n'y a pas d'équivalence. Je pense que là, il faudrait s'interroger sur la non-coïncidence, en fait, des systèmes littéraires. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est frappant pour moi, à savoir que dans une génération jeune comme la vôtre, il y a l'attachement à cette forme classique. Est-ce que Natalia ou Olga ou André, vous pourriez expliquer cet attachement à la forme classique? Je dirais que peut-être chez nous, elle est plus populaire. Alors, partout et surtout, c'est un signe de notre identité. Alors, les Ukrainiens ont toujours fait recours à cette forme classique pour exprimer leurs sentiments envers la patrie, envers leurs ancêtres, envers le futur, alors n'importe quoi. C'était plutôt la forme classique, même à l'école, même pour les enfants et pour les chansons. Posées sur ces poésies, c'est notre, ça tient de notre identité, cette forme de poésie classique. Et je crois que c'est pour ça que les jeunes sont plus attachés à cette forme qu'à une forme plutôt moderne. Ça tient de notre nationalité. Natalia, dans votre enseignement, donc, vous avez aussi cette conscience de la nécessité de la forme classique comme marqueur d'identité? Oui, vous savez que la littérature ukrainienne, comme comme la culture ukrainienne, a suivi des périodes quand on tâchait de la renoncer ou quand on ne pouvait pas l'employer. Et peut-être que c'est quelque chose de revanche, au contraire, de montrer que ces formes classiques, il existe, il survit toutes les difficultés et c'est ce qui montre qu'ils sont actuels malgré le temps. Bien sûr qu'il y a beaucoup de poètes qui veulent expérimenter avec des formes modernes, et cela existe aussi, mais ce qui est plus connu, ce qui survit les siècles ou les années, les décennies, c'est surtout cette tradition classique. Permettez-moi cette question et ne prenez pas mal cette question. Est-ce que le modernisme n'est-il pas lié aussi à l'avant-garde soviétique? Est-ce que le modernisme en Ukraine n'était-il pas contemporain du modernisme russe, c'est-à-dire de la révolution bolchevique et soviétique? Est-ce que ça aussi, ça pèse sur cet attachement aux formes classiques? Vous savez que chez nous, si on analyse bien maintenant la littérature du commencement du XXe siècle, on peut remarquer qu'il existe deux traditions différentes. Nous, dans notre région, la région d'Ivano-Frankivsk, ça veut dire c'est l'ouest de l'Ukraine. Et tous les poètes, écrivains de l'ouest de l'Ukraine, ils s'orientaient vers l'Occident. Ça veut dire, ce n'est pas l'avant-garde russe, c'est plutôt l'avant-garde de l'Europe, le futuriste, etc. Il y avait beaucoup. Bien sûr que sur le territoire de l'Est de l'Ukraine, il y avait ceux qui partageaient les expériments d'avant-garde russe. André, je crois que vous vouliez intervenir. Je voudrais dire que c'est sûr qu'à propos de la littérature ukrainienne, vers les années 30 du siècle passé, il y avait beaucoup d'écrivains, de poètes qui étaient pas modernes à cette époque-là. Il était tué. Il était tué par les soviétiques, par les Russes, disons, parce que l'ukrainien, la littérature ukrainienne ne devait pas exister selon eux. Voilà, même il y avait beaucoup de traducteurs qui étaient géniaux. Ils ne pouvaient même pas écrire signer leur traduction parce qu'ils étaient sous la pression du pouvoir soviétique. Donc voilà pourquoi parfois on dit que l'ukrainien, surtout l'ukrainien de l'Ouest,
c'était par Ivano-Frankivsk, Lviv, l'ouest de Galicie, c'est-à-dire Galicie s'orientait vers l'Europe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de poètes, il y avait beaucoup d'écrivains qui s'orientaient vers l'Europe et c'était la traduction européenne. Dans ce cas-là, aujourd'hui, après les années 90 du siècle passé, ça s'appelle la Renaissance, mais je ne peux pas dire que la Renaissance commence à ces années, mais après la chute de l'Union soviétique. Mais vers le commencement, vers le début de ce siècle, la Renaissance de la littérature, de la tradition, écrire des poèmes et des romans à la manière ukrainienne se renaît maintenant. Voilà, donc c'est tout à fait, on ne peut pas dire autre parce que la littérature, c'est littérature. Mais notre littérature, ça commence par Shevchenko, qui était aussi victime de Russes, et même toujours, on luttait pour l'identité ukrainienne dans la littérature. Et l'identité ukrainienne, ça existe. Voilà. Là, évidemment, c'est un élément très, très important pour nous, c'est-à-dire que nous comprenons que la littérature, quand j'ai intitulé ce séminaire « La littérature contre la guerre », j'ignorais totalement cette réalité, c'est-à-dire que la littérature ukrainienne s'oppose à la domination russe, pas depuis 2014 ou depuis 2022, mais qui a déjà tout un siècle de cette lutte. Si on revient au poème, Natalia, je suis surpris de la présence des figures. Donc, si on pouvait avoir le poème peut-être en français, ce sera plus facile pour nos spectateurs. Il y a des figures qui reviennent, la figure de la mère, par exemple. Est-ce qu'il y a dans l'imaginaire ukrainien un certain nombre de figures qui sont convoquées par les poètes? Alors évidemment, la chanson de l'Eurovision, Stefania Mama, je veux dire, évidemment, j'étais tout à fait étonné de voir ces jeunes rappeurs qui parlent de la mer. Donc est-ce que la figure de la mer, c'est une figure de l'imaginaire ukrainien? Et deuxième question, est-ce que c'est une figure chrétienne? Est-ce que la mer, c'est directement la Vierge ou non? Oui, c'est juste ce que vous avez remarqué, c'est ça. Voilà, presque dans toutes les poésies, on voit cette figure de la mère et cette figure est représentée comme la victime. Voilà, et son fils, elle donne son fils pour qu'il meure. Il doit mourir pour sauver les autres. Et c'est pourquoi cette mère elle pleure, mais elle cache ses larmes car elle sait qu'elle doit le faire, qu'elle doit donner cette victime pour les autres. On voit, voilà, les mères parler de vos fils qui versent leur sang. On voit que la guerre de maintenant dure 8 ans. Et il y a beaucoup des Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine qui participent à cette guerre. Ils pouvaient rester ici sur ce territoire et ne pas donner sa vie pour défendre l'Ukraine. Mais ils le font car ils comprennent que la patrie de l'Ukraine doit être unie et que personne n'a droit de dépasser les frontières et prendre un morceau de territoire. Et que voilà, c'est la figure de la mère, la figure de la mort qu'on voit ici. Et il y a également, donc il y a la figure de la mère, il y a la mention de Dieu, il y a la mention du diable. Donc là, on est vraiment dans une imagerie très chrétienne. Est-ce que ça veut dire que la seule interprétation de ce poème est une interprétation religieuse? Mais
Non, bien sûr que ce n'est pas. Bien sûr qu'il y a des moments sacrés, voilà, de cette interprétation religieuse, mais vous voyez que l'auteur s'adresse à tout le monde. Elle veut que tout le monde comprenne et partage, voilà, ses douleurs, ses sentiments. Et elle compare les sentiments de n'importe quelle mère avec celle de Jésus-Christ qui a contemplé la mort de son fils sur le croix. Voilà. C'est pourquoi on exprime cette douleur. C'est comme le combat entre la vie et la mort, entre le Dieu et le diable, exister, continuer de vivre ou mourir, parce qu'on ne peut pas plus exister, voilà, sans notre identité, sans notre indépendance. Ces 30 ans, ce n'est pas beaucoup quand nous avons enfin obtenu cette chance de vivre comme pays indépendant. Mais voilà, encore de nouveau, il y a ceux qui veulent voler notre indépendance. C'est pourquoi on doit se battre jusqu'à la mort. Je voudrais poser la question à nos deux. Oui, Olga, je m'excuse, je voulais. Justement, dans ce contexte, j'aurais bien voulu faire une petite remarque parce que moi, j'ai vécu un petit moment en France et j'ai communiqué avec les Français. Et voilà cette abondance de figures célestes comme Dieu, Vierge, alors la mère qui fait allusion à la Vierge et puis le diable. C'est juste, je crois que ça prend ses racines dans la croyance des Ukrainiens parce que les Ukrainiens sont pas seulement croyants mais pratiquants. Parce que les Français sont croyants mais très peu pratiquants. Mm-hmm. Voilà, alors chez nous, à chaque pas, dans chaque poésie, le nom de Dieu et de la Vierge et des saints. Alors c'est une habitude. Là, j'ai envie de poser la question à nos deux jeunes traducteurs, à Vitali et à Pavlo. Cette dimension religieuse, est-ce qu'elle ne vous dérange pas? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce qu'elle vous est familière? Ou est-ce que malgré tout, vous la reconnaissez comme à distance de vous? Vous devez aussi traduire finalement cette dimension religieuse, mais qu'elle vous est pas aussi naturelle que par exemple ce que notre collègue Olga Skarbek vient d'énoncer. Donc je pose la question à Vitali et ensuite à Pavlo, et puis on lira la traduction de Pavlo. Vitali? Et donc, vous parlez de la mère Stéphanie, oui? Non, là, je parle du poème que vous avez traduit. Donc là, il y a une dimension religieuse. Il y a la mère, il y a Dieu, il y a le diable. Vous, cette dimension religieuse, est-ce qu'elle vous dérange? Qu'est-ce que vous faites avec cette dimension religieuse? Ou est-ce que vous l'acceptez naturellement? Et donc, je crois que ce poème n'est pas religieuse. Uh-huh. Ou peut-être elle est religieuse, mais un peu. L'idée de cette poésie, c'est la lutte, c'est ce que nous, Ukrainiens, nous défendons contre, nous défendons des Russes, et nous sommes victimes. Donc, nos enfants sont tués. Les habitants civils sont tués et donc c'est-à-dire on doit lutter, on doit se défendre et je crois que cette poésie est patriotique, cette poésie reflète notre résistance, nos souffrances des peuples russes, de l'armée russe. Et donc, cette poésie doit décrire notre mal et notre mal qui a été fait par les Russes,
par les Russes, par l'armée russe, par le diable Poutine, Putain, excusez-moi. Et Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Très bien. Ouais, je voudrais seulement prononcer avec le nasal, avec ouais. avec le son nasal. Mais Poutine, par le diable, c'est la figure de Vladimir Poutine Mhm, euh, qui a attaqué avec, avec son armée à l'Ukraine. Et, les soldats russes ont fait irruption dans l'Ukraine, mais notre pays sont indépendants, notre pays sont forts, et notre pays sont solides et nous allons nous défendre. Et je crois qu'il faut définitivement se défendre non seulement avec les armes dans les mains, mais il faut aussi se défendre avec le mhm. mot, surtout dans la poésie, surtout avec l'aide de la poésie, de la littérature. C'est aussi nécessaire, c'est aussi important Ouais. En, en- d'aider avec la en- poésie, oui. en vous Avec écoutant, le mot, oui, un moment, dans le champ d'information, dans le champ d'information. en vous écoutant, je comprends parfaitement la continuité qui peut se poser entre ce poème-ci que nous travaillons actuellement et Stefania Mama, la chanson de l'Eurovision. Je me tourne vers Pavlo. Pavlo, on va découvrir dans quelques instants votre traduction. Comment vous avez réagi, Pavlo, par rapport à ce poème? Et je vous pose la même question. Est-ce que cette imagerie très, très connotée religieusement, est-ce qu'elle vous a dérangé? Est-ce qu'elle vous a posé problème? Oui, merci. Euh, Qu'est-ce que je peux dire que ces images des dieux, des diables, oui, c'est quelque chose de religion, oui, mais si on parle à l'état de cette poésie, ces images, c'est comme le dieu, c'est comme l'image de la mère qui garde son fils ou son enfant. Oui, il y a dans ma traduction, il y a l'image que Dieu nous garde. C'est comme la mère qui garde son enfant, oui. Et qu'est-ce que c'est la religion pour les Ukrainiens? Je pense que la religion, c'est la grande partie de notre tradition, oui. Euh, et je pense aussi que ces images religieuses, euh, il y a un beaucoup dans toutes les poésies ukrainiennes, ces images des dieux, des diables. Et pendant toute l'histoire de l'Ukraine, on a beaucoup des événements tragiques et ces événements causent beaucoup de poésie. Et Mhm. dans cette poésie, il y a beaucoup des images religieuses. Et cette religion, euh, cette religion, elle est comme la grande partie de dans toute notre tradition, oui. Et Est-ce que, c'est pourquoi on utilise beaucoup d'images religieuses. est-ce qu'on peut découvrir votre traduction et si vous avez la... Parlez quand votre âme est en feu, quand la terre sous vos pieds est brûlée. Parlez quand le souffle de la guerre comme le diable sévisse au-dessus de l'abîme. Parlez quand le sang coule entre les sillons noirs, le sang de votre fils. Parlez quand vous êtes au port de la mort et toutes les fenêtres sont cassées. Parlez quand les bourreaux ont brutalement envahi et toutes les villes, ils ont totalement brûlé. Parlez quand le monde entier tremble, car les bêtes enragées veulent bouffer. Parlez quand le monde garde le silence, quand on tue l'enfant dans le terreau de sa mère. Parlez car le mal a son mine et le diable prend le visage humain. Parlez de l'amour et de la rage. Parlez quand les larmes se fichent. Parlez que Dieu vous entende. Dire la vérité qui paralyse le cerveau. Parlez aux leurs brûlées. Parlez aux âmes des bébés tués et qui a le droit de voler la vie que Dieu nous a donnée.
Parlez de la douleur incurable. Parlez que le printemps vous entend, que Dieu nous couvre d'un manteau et l'Ukraine renaît de ses cendres. Parlez quand tout le monde se tue. Le paradis a besoin des mélodies du cœur. Et nos enfants torturés à mort, Dieu les a doucement portés au paradis éternel. Merci Pavlo. Natalia, est-ce que vous pouvez commenter la différence donc entre les deux traductions? Non, la différence est un peu grande, mais d'autre côté, ce n'est pas grand parce que quand même, les deux étudiants, les deux garçons, tâchaient voilà, de transmettre l'idée et le sujet, voilà, à l'aide de mots qu'ils pensaient meilleurs voilà, pour traduire ce sens. Il me semble que les deux traductions peuvent exister car voilà. Et pour vous, est-ce que vous qui connaissez le texte ukrainien, ce qui est malheureusement pas mon cas, est-ce que les deux traductions vous semblent aussi proches du texte ukrainien? Je ne parle pas du mot fidèle, c'est un mot que je bannis du lexique de la traductologie, je ne sais pas ce que ça veut dire l'affinité, mais plus proche. Est-ce qu'il y a une des traductions qui est plus en résonance avec le texte ukrainien? Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne, ou, non, plus en résonance. Non, si on compare ces deux traductions, voilà, Vital, il tâchait de mieux conserver le rythme. Quant au Pavlo, il tâchait de mieux représenter le sujet. Oui. Les idées, le sens. Les idées. Les idées, oui. Voilà. Mais voilà, c'est cette différence. Oui. Et donc, ça, c'est les deux modèles classiques de la traduction. Et pourtant, dans la traduction de Pavlo, j'ai été frappé au niveau formel par une plus grande brutalité. Le mot bouffer, par exemple, ou la précision anatomique utérus. Donc, il y a une plus grande brutalité. Est-ce que, Pavlo, cette brutalité, vous l'avez voulu dans votre traduction parce que vous la reconnaissiez dans le texte original? Oui, je tâche d'utiliser ce lexique parce que oui, c'est très brutalement, oui, mais cette expression, oui, la plus, je ne sais pas, c'est la chose qui transmet le plus le sens dans ces poésies. Oui, c'est au sens propre, mais et brutalement, mais vous pouvez vous frapper et vous pouvez sentir ces émotions, oui, de cette poésie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a remarqué dans la. Je vous en prie. Là, je vois pas qui. Puis-je ajouter? Oui, je vous en prie, Vitali. Puis-je ajouter à propos de ce mot? Il s'agit en ukrainien, si on traduit à lettre, c'est le verbe manger, donc à l'original, si on traduirait à lettre. Mais il s'agit des bêtes farouches, des Russes qui sont cruels et qui veulent nager dans le sang de nos enfants. Je m'excuse. Mais c'est tout de les Russes et des Russes. Et le verbe bouffer, non, j'ai choisi le verbe baffer qui veut dire la même chose. Donc, le sens cruel, le sens brutal, et ce sens est plutôt convenable pour les émotions que Nathalie Christman a été mise dans cette poésie. Et les verbes bouffer et baffrer, ils sont plus convenables que manger. Mais en ukrainien, Nathalie Christman a utilisé le verbe manger. Pour la rime. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est une responsabilité du traducteur. Et Vitali et Pavlo
traduisent cette responsabilité du traducteur de manière différente, soit le bafré qui a un côté en français un peu vieillot, je dirais un peu dépassé comme ça, soit l'argot, ça c'est le choix de Pavlo, etc. Mais dans les deux cas, ce sentiment qu'on ne peut pas traduire le verbe ukrainien par manger, que le contexte historique et le contexte que vous venez de décrire fait que manger ne suffit pas, même si manger fait partie du poème original. Ce qui est intéressant, bien sûr, là on l'a remarqué dans votre traduction, c'est que le côté classique du formalisme de la poésie ukrainienne, la rythmique, qui n'existe pas, donc on l'a dit tout à l'heure en français de la même manière, vous la récupérez par le système de rime. Quand on dit poésie en français, c'est la rime. Bon, ça, la poésie classique française, c'est la rime, et donc vous récupérez, vous compensez l'absence de la rythmique en français par ce recours au système de la rime. Et donc le mot de compensation, c'est le maître mot de la traduction, bien sûr. Donc on est tout à fait dans cette perspective des stratégies de la traduction. Un dernier mot, et je passerai la parole aux participantes et aux participants de ce séminaire, s'il y a certaines questions qui seront posées. Vitali et Pavlo, donc la chanson de l'Eurovision, Mama Stefania, c'est du rap. Est-ce que d'après vous, il y a une continuité entre le rap qui est énoncé par le chanteur du groupe, que malheureusement je ne connais pas son nom, et une poésie comme celle sur laquelle nous travaillons? Est-ce qu'il y a une continuité? Comme je vois, de mon point de vue, cette rap, oui, c'était aussi comme la poésie, oui, qui peut aussi frapper comme la poésie et qui peut transmettre les émotions, nous montrer la réalité tragique aussi. La langue qui est employée par le chanteur de Kalush Orchestra, est-ce que c'est une langue comme celle de la poétesse sur laquelle nous avons travaillé, sur laquelle... Pas du tout, c'est okay. pas si classique. Il y a de l'argot, des dialectismes ukrainiens, oui, de notre région, parce qu'il habite j'habite dans la même ville que groupe Kalush, oui. Ah, d'accord. C'est la ville, oui, et j'habite dans la même ville. Quelle est cette ville? Quelle est cette ville? Kalush, c'est la ville, comme le nom de groupe. Oui. Ah, c'est le nom de la ville, d'accord. Oui, Ah, Kalush oui. Orchestra, d'accord. Oui. D'accord. Et mon frère connaît bien Oleg Psyuk qui chante, oui. D'accord, très bien. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire que c'est pas le lexique si classique comme Nathalie Christmas a écrit, mais aussi ces jargonismes, ces dialectismes peut aussi transmettre ces émotions, oui. C'est comme les traditions, notre tradition, oui. Et Oleg, il tâche de transmettre ces émotions. Vitali, quelle est votre position sur ce rapport entre la poésie classique et le rap ukrainien contemporain? À mon avis, je suis solidaire avec Paul que c'est une chanson moderne et donc avec le lexique moderne parce que j'ai appris de jouer cette chanson à la guitare aussi. D'accord. Et cette chanson est moderne, cette chanson, mais la figure de mère Stéphanie, elle représente la culture ukrainienne. Elle représente aussi l'histoire ukrainienne. Donc, elle représente notre pays indépendant. Donc, c'est une chanson aussi culturelle qui reflète notre culture, notre peuple, et nos parents, donc nos racines, vous savez. André, vous vouliez intervenir? Je voudrais dire, mais Pavlo a dit déjà que Kalush, c'est la ville natale de Pavlo et
le groupe Kalush Orchestra, c'est de cette ville. D'accord. Et encore une remarque à propos de comment traduisent ces jeunes, disons, traducteurs et poètes débutants. Je leur toujours dis que si tu ne peux pas traduire ce mot, cette phrase, tu cherches où compenser l'idée, où compenser l'image pour que l'image totale de la poésie ou de la prose sera, on ne peut pas dire fidèle, mais adéquate, disons adéquate fonctionnellement. Voilà pourquoi parfois le lexique est neutre, ça veut dire courant, mais il utilise le mot familier. Et au contraire, donc ça se combine pour garder l'image totale de la langue et de la langue de notre langue. Voilà. Natalia, comment dirais-je, le destin, si j'ose dire, le destin d'un poème tel que celui-ci. Donc le poème a été publié dans un recueil, j'imagine. Est-ce que la poésie, par exemple ce recueil-là, est lue d'une manière extrêmement large parmi la population ukrainienne? Oui, cette poétesse, Nathalie Christman, elle est très connue en Ukraine. Bien sûr que cette poésie est publiée dans le quatrième recueil de ses vers, mais non seulement dans le recueil, parce que les jeunes ne vont pas aux librairies pour acheter le livre. Nathalie Christman publie les poésies à Facebook, dans les réseaux sociaux. Voilà. Et elle est très connue. Elle est devenue connue juste pendant le premier et le deuxième Maïdan. Cette révolution orange à Kiev. Oui. Il y avait beaucoup de jeunes, et non seulement de jeunes, qui déclamaient sa poésie pour s'encourager l'un et l'autre, pour ensemble combattre contre le mal voilà, qui est dans l'image du gouvernement ou du régime qui contre voilà, la vie humaine et surtout contre notre identité ukrainienne. Elle organise beaucoup de rencontres avec des lecteurs, donne beaucoup d'interviews. Elle est très active. Ça, c'est un phénomène que l'on constate récurremment au cours de l'histoire. Les cultures, les peuples, les nations qui sont dans des situations de conflit, d'oppression, de guerre, ont recours à la poésie, alors que les nations qui sont, entre guillemets, en paix, tranquilles, oublient complètement la poésie. Et ça, il y a quelque chose qui est... Vous aviez parlé tout à l'heure dans votre introduction de nécessité, la poésie comme une nécessité. Je crois que vous avez tout à fait raison. La poésie est nécessaire. Et il y a certaines situations historiques où elle est encore plus nécessaire. Et là, on vient d'en avoir une grande démonstration. Notre séminaire prend fin. Je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre participation. J'espère que ce moment vous a donné du courage, nous a donné du courage, et au nom de la poésie et au nom de la liberté, nous devons continuer à être ensemble. Je rappelle que l'enregistrement de cette émission vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de la faculté ALLSH. C'est le dernier séminaire sous cette forme. Le séminaire solidaire du mercredi à 12h30. Nous allons continuer ces manifestations de solidarité, de partage, de réflexion commune, mais sous d'autres formes, et bien sûr, nous vous en informerons par les voies de communication habituelles. Un grand merci et encore une fois, courage pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous beaucoup pour cette occasion. Un beau moment. C'est un bon moment Merci beaucoup. ensemble. Oui. Voilà.
Je pense que maintenant, peut-être que vous compreniez mieux les Ukrainiens, comprenez pourquoi, voilà, nous tâchons de dire à tout le monde que nous avons droit pour vivre, pour continuer, et pour conserver notre identité, parce que notre culture est riche, elle existe, et elle existe en forme différente. Maintenant, nous le savons, même si nous n'en avons jamais douté, mais nous le savons. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Gros efforts, merci. Et on Gros espère efforts. que nous Au pouvons revoir. continuer notre Tout à fait. travail et communication. Tout à fait. beaucoup. Merci beaucoup.